Des images de ce qui semble être effectivement un appareil qui, dans le ciel, perd de l'altitude et littéralement s'écrase dans ce qui semble être là aussi un champ, sans qu'on sache précisément évidemment où se situe le lieu du crash de cet appareil. Ces images, elles sont diffusées actuellement en Russie sur le réseau Telegram. Cyril Payen est à mes côtés. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous avez à la fois couvert cette guerre d'Ukraine pour France 24. Vous êtes également rendu de nombreuses fois en Afrique, notamment sur ce qui constitue aujourd'hui le terrain d'intervention du groupe Wagner fondé par Evgeny Prigojine. Vous avez vu, comme nous, cette vidéo lundi dans laquelle on voyait Evgeny Prigojine se dire sur le sol africain et déterminé à poursuivre ses activités, non plus en Ukraine, mais définitivement en Afrique. On est donc surpris aujourd'hui d'apprendre qu'il pourrait se trouver dans cet appareil. Et effectivement, et d'autant que cette photo montrait un peu d'abord la réhabilitation après la mutinerie il y a 2 mois, on le sait, du chef du groupe Wagner vis-à-vis de Vladimir Poutine, son ancien mentor. Mais dans cette vidéo, dont on ne sait pas dans quel pays d'Afrique, mais il le disait, je le cite de mémoire, il fait 50 degrés, nous sommes dans des conditions difficiles, c'était un décor, je dirais un peu sahélien, on va dire, mais il traite avec une arme automatique, avec un attirail et un uniforme, donc véritablement comme un chef de guerre. Il disait, nous nous repositionnons en Afrique, nous allons nous développer. Donc on avait un peu le sentiment, et c'est arrivé effectivement comme une grande surprise, que Evgeny Prigojine avait finalement la part du gâteau dans sans doute une transaction avec Vladimir Poutine. C'était, je quitte le front à Bakhmout, je quitte la Biélorussie peut-être, mais en tout cas, laissez-moi l'Afrique. C'était peut-être ça qu'on avait compris avec cette vidéo qui avait surpris un peu tout le monde. Il peut effectivement s'agir d'un tarmac, d'un aérodrome de campagne dans un pays du Sahel, pourquoi pas. Après, ces pays, c'est pas très compliqué, c'est le Mali essentiellement auquel on puisse penser, ou la zone des 3 frontières. Mais effectivement, tout cela ressemblait à un redéploiement surprise. Je rappelle aussi qu'il était présent, Evgeny Prigojine, puisque c'est la première preuve de vie qu'on avait eue en marge du sommet de Afrique-Asie de Saint-Pétersbourg, où là, il était arrivé. C'est la première photo qu'on avait vue avec des dirigeants africains, plutôt du côté d'ailleurs des souverainistes panafricanistes, enfin cette nouvelle tendance qu'on voit et qui s'affirme au Niger aujourd'hui, c'est-à-dire les Burkinabés, les Guinéens, les Maliens, tout sourire, en train de serrer la main de dirigeants africains, et on sentait bien qu'il y avait une forme de réhabilitation de l'homme qui était l'homme à abattre et le plus détesté par le pouvoir russe 2 mois avant, avec cette mutinerie dont on avait parlé dans le monde entier. Donc effectivement, tout cela se confirme. Ça ressemble un petit peu aussi à un règlement de compte, puisqu'il aurait été abattu, son jet, dans l'espace aérien russe. Et on parle aussi, alors, attention, les mots sont importants à prendre en conditionnel, mais également de Woodkin, le véritable fondateur du groupe Wagner, dont les réseaux sociaux ont tendance à dire qu'il aurait été également présent dans ce jet. En tout cas, tout le monde est mort à bord de ce Parmi les 10 membres, jet. Les 10 membres, 3 membres d'équipage, 7 passagers qui se trouvaient donc à bord de ce jet privé. Une réallocation possible des activités donc de Wagner après ce coup de force tenté puis avorté à Moscou au mois de juin. Julien Colling, on sait comment avaient évolué depuis les rapports entre Evgeny Prigojine et le Kremlin. Julien Colling n'est plus avec nous. Cyril Payen, on avait des éléments sur l'évolution de ces rapports? Écoutez, non. On est évidemment dans ce théâtre d'ombre russe avec l'émergence de ce chef de guerre autour de Vladimir Poutine qui déborde un petit peu, qui engage sa milice sur le front de Bakhmout et qui commence à prendre de plus en plus d'importance et faire de plus en plus d'ombre et de critiquer au cours des mois l'état-major russe. Mais effectivement, on était dans une relation un peu compliquée, et sa mort est aussi surprenante en fait que cette forme de réhabilitation. Alors est-ce que Prigojine, qui a toujours aimé briller sur les réseaux sociaux et faire ses propres vidéos un peu de son côté en électron libre, des milices paramilitaires russes, avait surjoué cette réhabilitation, mais en tout cas c'est certainement la fin de l'épopée d'un électron libre,
des hommes d'importance autour de Vladimir Poutine. Et de quoi alimenter aussi les soupçons de vendetta dont est coutumier le pouvoir russe. On sait dans le passé, il y a eu des tentatives d'empoisonnement, certaines ont d'ailleurs réussi, contre d'anciens agents russes réfugiés ici en Occident ou également des journalistes. On savait Prigojine potentiellement en danger après avoir tenté de prendre Moscou par les armes. Oui, très franchement, de l'avis de quelques observateurs à qui j'ai pu parler à l'instant, évidemment à chaud, tout cela est vraiment à prendre avec au conditionnel. Il y a une forme de logique. En fait, dans le comportement, dans la fin, si elle se confirme, d'Evgeny Prigojine a une logique après cette fronde qu'il avait lancée, presque personnelle, en défiant Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, il y a 2 mois, qui le qualifiait à la télévision d'État russe, je le rappelle, de traître à la nation. On imaginait mal que cet homme pouvait dormir sur ses 2 oreilles tous les soirs tranquillement jusqu'à la fin de sa vie. Alors ça a pris son temps, ça a pris du temps. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est finalement la fin? C'est quelque chose qui a été commandité. On est en fait dans une certaine logique du pouvoir poutinien. Ce qui avait surpris, c'est qu'il se sentait suffisamment en confiance, semble-t-il, pour revenir d'abord à Saint-Pétersbourg puis Moscou, alors même qu'on le croyait à Minsk, en vertu de l'accord passé par le président bélarusse, Alexandre Loukachenko, pour l'exfiltrer d'une certaine manière du théâtre ukrainien puis russe. C'est toute la surprise, mais en même temps, rappelons que c'est un homme qui adore les médias, qui sait en user, qui a ses propres canaux et qui n'a jamais, il n'a jamais eu de problème à se mettre en avant, à se mettre en scène, ne répondant à aucune injonction du pouvoir russe. D'ailleurs, on l'a vu au fil des mois à Bakhmout. Et puis, on sentait bien cette distanciation, cette ligne de partage qui séparait la pensée de Vladimir Poutine, de l'état-major, enfin de toute l'oligarchie russe, et puis de cet homme électron libre. Voilà. Alors encore une fois, on y voit une certaine logique après la sortie il y a 2 mois, cette fronde sur Moscou qui avait fait, dont les images avaient fait le tour du monde quelques heures, qui avait finalement mis presque à plat toute l'organisation de l'État militaire et l'État général de Vladimir Poutine. Donc enfin, il y a une sorte de logique finalement. Si la mort de Evgeny Prigojine ce soir se confirme, il y a aussi une concomitance de temps, puisque ces images d'Afrique sont le 21 août. On est dans un calendrier extrêmement court. Est-ce que cela voudrait dire que Evgeny Prigojine était rentré en Russie et qu'on profite de son entrée sur le territoire russe pour abattre son jet? Ça ressemble quand même beaucoup à un schéma, un scénario qui aurait pu être dicté par Vladimir Poutine. Oui. Vous le disiez très justement, on l'a déjà vu par la suite. Vladimir Poutine n'oublie jamais et il finit par toujours assumer sa vengeance. Vous y voyez un trait intentionnel, d'autant plus le jour où un membre, un haut gradé qu'on disait proche d'Evgeny Prigojine, le général Sergei Sourovikine, celui-là même à qui on attribue aujourd'hui le mur bétonné par la Russie le long de la ligne de front face à la contre-offensive ukrainienne, eh bien, à lui-même aujourd'hui était démis de ses fonctions. Oui, est-ce que c'est une nouvelle purge? Est-ce que c'est un nouveau chapitre dans le livre un peu désespéré, je dirais, à l'aune de la guerre en Ukraine, qui était une opération militaire de 3 jours et qui n'en finit pas de ne jamais s'achever précisément? Un nouveau chapitre dans ce livre qui est en train d'écrire un peu à chaud Vladimir Poutine, et en tentant d'écarter tous ces électrons libres, tous ces gens finalement dont il s'est beaucoup servi et qui finissent par lui échapper parce que eux-mêmes manquaient un peu de vraie direction. On attend d'en savoir plus à Moscou avec Julien Colling qui doit nous rejoindre d'un instant à l'autre. J'attends qu'on me donne évidemment les instructions pour rejoindre Julien Colling, avoir des éléments peut-être à Moscou nouveaux ou concernant aussi les rapports qu'entretenait Evgeny Prigojine avec Vladimir Poutine depuis sa tentative de coup de force. Mais s'agissant du groupe Wagner lui-même, Cyril Payen, vous qui avez suivi l'arrivée de Wagner d'abord en Centrafrique et puis ensuite au Mali, ce groupe peut-il survivre à la personne d'Evgeny Prigojine? On s'était déjà posé la question en juin parce qu'on savait sans doute ces jours comptés. C'est une vraie question qui s'est effectivement posée au moment où on pensait que les jours physiques, évidemment, on n'y pensait pas, mais que c'était terminé. Wagner, cette énorme milice pléthorique qui s'était développée avec une volonté prédatrice, vous le disiez très justement, dans le contexte de la République centrafricaine, à Bangui, où c'est presque eux qui régissent le peu de l'État qui est présent en Centrafrique, mais également avec une avancée extrêmement rapide au Mali, des tentatives pour l'instant pas confirmées au Burkina Faso, les prémices qui ne sont pas confirmées, c'est de la rumeur au Niger, la zone des 3 frontières, où quelques sources évoquent pourquoi pas la possibilité d'incursion, notamment dans la région de Tillabéri, je parle au conditionnel, de convois d'hommes blancs non identifiés, donc ni français ni américains. Il avait été question effectivement de ces nébuleuses
nombreuses de milices privées. Mais Wagner n'est pas la seule, puisqu'on sait que Vladimir Poutine a beaucoup demandé à tous les oligarques, et Dieu sait s'il y en a beaucoup autour de lui, de créer leur propre milice. Donc il y en a 20, 30, on ne sait pas, avec évidemment pas la même puissance de frappe, la même capacité prédatrice, c'est-à-dire en fait sécurité contre mine, sécurité contre contrat, sécurité présidentielle contre argent. C'est ça le mode d'emploi de Wagner, c'est-à-dire qu'en fait ça l'autonomise, ce qu'il a fait beaucoup en Libye notamment aussi. Il y avait donc cette volonté de développer d'autres milices. Et on pensait, pourquoi pas, que dans un des scénarios possibles après la chute, il y a 2 mois d'Evgueni Prigojine, qu'il soit remplacé par d'autres milices. Maintenant, voilà, c'est le livre, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, mais le modèle Wagner est certainement, sans avoir forcément la personnalité d'Evgueni Prigojine, un homme extrêmement médiatique, qui semble n'avoir peur de rien, qui se sent trahi par un homme dont il a été extrêmement proche, qu'il a fait et réciproquement, c'est-à-dire Vladimir Poutine, dont il était l'ancien cuisinier. Rappelons-nous les images qu'on a fait le tour du monde à l'époque avec les chefs d'État. C'est un homme du premier cercle de Poutine qui est tombé, mais on pouvait certainement l'interchanger. En tout cas, c'était un peu ça l'idée, le scénario qu'on pensait sortir de la mutinerie d'il y a 2 mois. Donc c'est reproductible, hein, c'est un modèle qui a été créé. C'est comment s'implanter, comment créer aussi des réseaux d'information dans cette guerre informationnelle qui est si importante dans cette région du monde. On sait que les Russes ont beaucoup d'avance sur les autres pays, c'est-à-dire les alliés, les partenaires traditionnels. Je pense à la France ou aux États-Unis, notamment en Afrique. Extrêmement rapidement, ils peuvent créer des trolls russes. On le sait, on l'a beaucoup documenté sous cette antenne, notamment dans la sous-région, dans la région du Sahel. Donc tout ça, finalement, était une expérimentation qui a assez bien marché, pas partout. Je rappelle qu'au Mozambique, c'est un échec absolument fort du groupe Wagner, mais une capacité d'adaptation, d'opportunisme, avec peu de moyens finalement, et puis surtout en se payant sur la bête, si je peux me permettre l'expression, c'est-à-dire cette stratégie prédatrice, on ne fait rien pour rien, mais au moins les choses sont claires. C'est pour ça que la vraie question se posait également pour le Niger. On a vu quand les putschistes ont commencé leurs allers-retours après le 26 juillet, assez rapidement, avec Bamako, Ouagadougou, et puis un peu plus tard la Guinée, avec un discours chez les hommes du général Tiani qu'on a vu un petit peu changer et qui commençait beaucoup à ressembler à ce qui pouvait être le discours notamment de la junte malienne. Donc évidemment, on pouvait imaginer que très opportunément, il y avait quelque part des éléments de langage russe derrière. Mais tout ça, évidemment, n'est qu'à mettre au conditionnel. Juste une analyse. S'il s'avère en tout cas que Wagner est décapité ce soir avec la perte de son fondateur et peut-être aussi de son dirigeant effectif, on peut dire que la France a perdu un adversaire ? C'est une bonne question, mais encore une fois, ce modèle est reproductible. Je crois pouvoir dire que le régime russe a énormément de temps d'avance sur les adversaires, si on parle évidemment d'adversaires, puisqu'on est dans un théâtre d'ombre, on est une question de guerre informationnelle, mais les oligarques autour de Vladimir Poutine ont déjà des milices privées qui sont prêtes à en découdre. Alors, évidemment, c'est encore une fois pas la même échelle que Wagner, mais Wagner a ouvert la voie à une possibilité, à une option, et puis une alternative aussi pour beaucoup de pays qui sont lancés, à tort ou à raison, dans cette fuite en avant souverainiste, je dirais, ou en faisant table rase de toutes les alliés traditionnels. Et puis évidemment la France, puisque ce rejet de la France va extrêmement vite, beaucoup plus vite qu'on l'imaginait, parce que je rappelle que le Mali avait ouvert la voie, ça avait duré 1 an avant que les Français soient priés de partir. Le Burkina Faso a mis quelques mois, et puis le Niger, alors là, c'est quelques semaines avant que, je dirais, que la roue tourne contre les Français. Donc la main russe est certainement derrière. Est-ce que les Français ont perdu un adversaire ? Difficile encore à chaud d'y répondre, mais je crois qu'on a bien compris à l'état-major français, à l'Élysée, enfin j'entends dans les instances du pouvoir français, que c'est un modèle qui a été créé par le pouvoir russe, mais que tout cela est reproductible. Reproductible, en tout cas, pardon, j'en perds ma voix. Cyril Payen, c'est une quinte de tout. On attend évidemment d'en savoir plus. 8 corps ont été retrouvés sur le site de l'accident. On ne sait pas si, évidemment, Prigojine figure parmi ces personnalités retrouvées.
On aura des informations, d'après vous, définitives, des confirmations? Bien sûr, surtout que les réseaux sociaux vont extrêmement vite. Il y a ces images qui sont parues. On est dans une période d'information extrêmement rapide. Du côté des réseaux sociaux ukrainiens, je rappelle qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine depuis l'invasion russe, évidemment. Donc tout cela va très vite parce que dans cette guerre de propagande, il est très important d'utiliser effectivement la mort aussi fondamentale, aussi importante que puisse être d'un homme, une tête de pont, je dirais, paramilitaire qu'Evgueni Prigojine.